Avant l'apparition du Japon tel que nous le connaissons aujourd'hui, ces îles isolées à l'extrémité orientale de l'Asie étaient déjà le théâtre d'un long et silencieux processus d'occupation humaine qui s'était déroulé pendant des dizaines de milliers d'années. Imaginons une terre recouverte de forêts tempérées denses, de volcans actifs et d'un climat oscillant entre périodes glaciaires et intervalles plus cléments. À la fin de l'âge glaciaire, alors qu'une grande partie de la planète restait dominée par d'immenses calottes de glace et que les mers étaient beaucoup plus basses, les îles japonaises étaient reliées au continent asiatique par des ponts terrestres. C'est par ces passages naturels que les premiers groupes de chasseurs-cueilleurs arrivèrent, apportant avec eux des outils rudimentaires en pierre et un mode de vie nomade qui les obligeait à coexister avec la nature de manière profonde et directe. Ces peuples paléolithiques, arrivés environ 35 000 ans avant Jésus-Christ, établirent de petites communautés, chassant des animaux tels que les cerfs et les sangliers, collectant fruits et racines et s'adaptant à un environnement rempli de défis et de changements climatiques constants. Avec le temps, aux alentours de 14 000 ans avant Jésus-Christ, une révolution silencieuse commença. Alors que dans une grande partie du monde, les hommes luttaient encore pour dominer l'agriculture, ces communautés insulaires développèrent l'une des plus anciennes traditions céramiques connues sur Terre. C'était la culture Jomon, un nom qui signifie littéralement « corde marquée », en référence aux motifs tressés imprimés sur leurs vases et pots en argile. Ces artefacts, découverts par les archéologues, révèlent un peuple créatif et habile qui commença à utiliser des récipients pour stocker et cuire les aliments, ce qui transforma sa relation avec la nourriture et permit une vie plus stable, même sans culture systématique de plantes. La culture Jomon est si singulière que, pendant des millénaires, elle subsista grâce à une combinaison de chasse, de pêche et de cueillette, tout en développant une tradition artistique qui marqua profondément l'identité du Japon ancien. Les villages Jomon apparurent près des rivières, des lacs et des côtes, profitant toujours des ressources abondantes de la mer et de la terre. De petits groupes s'organisaient dans des cabanes faites de branches et de boue, semi-enterrées, afin de supporter les rigueurs hivernales, et passaient la plus grande partie de l'année à exploiter les ressources naturelles de manière étonnamment équilibrée. La présence d'immenses amas de coquilles dans les sites archéologiques montre l'importance de la mer et des produits aquatiques pour ces communautés qui dépendaient autant des marées que de la forêt. Au fil du temps, les outils en pierre se perfectionnèrent, donnant naissance à des pointes de flèches plus aiguisées, à des lames et à des instruments en os permettant un meilleur usage des ressources. Tout cela constituait la base d'une société qui, bien que primitive aux yeux modernes, était complexe dans sa propre logique de survie. Une autre caractéristique marquante des peuples Jomon était leur spiritualité. Il n'existait pas encore d'écriture ni de système politique organisé, mais les preuves archéologiques indiquent que ces communautés possédaient des rituels et des croyances liées à la nature. Les dogues, petites statuettes en argile retrouvées dans tout l'archipel, en sont un exemple fascinant. Avec leurs formes féminines exagérées, leurs grands yeux et des détails rappelant des symboles de fertilité et de protection, ces figures servaient probablement dans des cérémonies pour implorer de bonnes récoltes, la santé et la protection contre les maladies. Leur existence démontre une conscience collective reliant les hommes à la terre, au cycle de la vie et aux forces invisibles du monde. Ce lien profond entre l'être humain et la nature, si caractéristique du Japon encore aujourd'hui, plonge donc ses racines dans cette époque préhistorique. À la fin de l'ère Jomon, vers 1000 ans avant Jésus-Christ, le climat devint plus stable et de nouvelles vagues migratoires arrivèrent du continent asiatique, apportant avec elles une transformation profonde qui ouvrirait la voie à la prochaine grande période, le Yayoi. Mais jusque-là, il est impossible de ne pas reconnaître l'héritage durable laissé par les Jomon. Ils furent non seulement les premiers habitants connus de l'archipel, mais aussi les créateurs d'un modèle de relation avec l'environnement qui façonna l'esprit japonais. Chaque fragment de céramique, chaque coquillage accumulé dans les anciens dépôts et chaque statuette façonnée dans l'argile raconte une histoire d'adaptation, d'art et de spiritualité. Dans un Japon qui n'avait pas encore de nom, mais qui commençait déjà à forger son identité culturelle unique. Avec la transition progressive du Jomon vers le Yayoi, autour de 300 ans avant Jésus-Christ, l'un des chapitres les plus importants de la formation du Japon commença à s'écrire. De nouvelles vagues migratoires venues de la péninsule coréenne et du continent asiatique
traversèrent la mer et atteignirent les îles japonaises, apportant des savoirs qui allaient transformer à jamais la vie des communautés locales. Parmi ces connaissances figurait l'agriculture systématique, notamment la culture du riz en rizières inondées, la métallurgie du bronze et du fer, ainsi que de nouvelles formes d'organisation sociale et des techniques de construction plus avancées. Ces peuples yayoi ne remplacèrent pas les Jomon du jour au lendemain, mais s'intégrèrent progressivement, mêlant culture, et l'archipel entra peu à peu dans une révolution silencieuse qui transforma les chasseurs-cueilleurs en agriculteurs sédentaires. La culture du riz fut un tournant décisif, non seulement pour l'alimentation, mais pour l'ensemble de la structure sociale. Contrairement à la chasse et à la cueillette, l'agriculture exige planification, travail collectif et une connaissance approfondie du cycle des saisons. Les communautés yayoi apprirent à creuser des canaux, à construire des digues et à aménager des rizières inondées, assurant une source de nourriture plus stable et plus abondante. Cela entraîna une croissance démographique et l'apparition des premiers villages permanents de plus grande taille, qui ne dépendaient plus uniquement des ressources saisonnières. Ce nouveau mode de vie entraîna également le développement d'une division plus claire des tâches et l'émergence d'une hiérarchie sociale naissante, où des chefs locaux coordonnaient la production et protégeaient les réserves alimentaires. Avec l'agriculture, la métallurgie introduisit des innovations qui propulsèrent la technologie et les armes. Le bronze servit à créer des cloches rituelles, appelées dotaku, jouant un rôle central dans les cérémonies communautaires, tandis que le fer révolutionna la fabrication des outils et des armes, rendant l'agriculture plus efficace et augmentant la puissance militaire de ceux qui en disposaient. Ces transformations rendirent les villages plus complexes, et pour la première fois dans l'histoire de l'archipel, apparurent des indices clairs de conflits entre clans rivaux pour la possession de terres fertiles et le contrôle des routes commerciales. Ainsi, au moment où la société yayoi progressait culturellement, elle entrait aussi dans une ère de rivalité et de lutte pour le pouvoir. Les coutumes spirituelles héritées du Jomon restèrent présentes, mais se transformèrent avec l'arrivée de nouvelles influences. Le contact avec des cultures plus avancées introduisit des éléments différents, créant un syncrétisme entre les anciens rituels liés à la nature et de nouvelles pratiques cérémonielles. Le culte des kami, esprits de la nature, prit des formes plus organisées, et les villages commencèrent à se rassembler lors de festivals agricoles, célébrant la fertilité de la terre et implorant une protection contre les catastrophes naturelles qui faisaient déjà partie du quotidien de ces îles volcaniques. Ce lien spirituel avec les éléments demeura une caractéristique marquante, mais désormais façonnée par une existence plus stable et complexe. À la fin de la période yayoi, qui s'étendit jusqu'au siècle III après Jésus-Christ, l'archipel n'était déjà plus un ensemble dispersé de communautés isolées. L'agriculture avait créé des centres de population plus grands, dotés de chefs reconnus, de temples rudimentaires, d'alliances et de rivalités. La métallurgie avait accru les capacités de défense et d'attaque, tandis que la culture et l'art se raffinaient, mêlant la tradition Jomon à l'innovation venue du continent. La société japonaise franchissait ainsi une étape fondamentale dans la construction de son identité. Elle abandonnait le nomadisme pour embrasser un avenir plus complexe, ouvrant la voie à la période suivante, le Kofun, où le pouvoir politique et religieux commença à se concentrer autour de chefs qui allaient devenir les premiers symboles de l'État japonais. La transition de la période yayoi à la période Kofun, qui s'étendit approximativement du siècle III jusqu'au siècle VI après Jésus-Christ, marqua l'un des moments les plus importants de l'histoire du Japon ancien. C'est alors qu'apparurent pour la première fois des structures politiques plus centralisées, la figure de chef puissant, doté d'un prestige religieux et militaire, ainsi qu'un type de construction monumentale qui impressionne encore aujourd'hui, les tombeaux Kofun. Le nom de cette période provient précisément de ces immenses sépultures, érigées selon des formes géométriques complexes, souvent en forme de serrure vue d'en haut, entourées de fossés et conçues pour abriter les corps et les objets funéraires des personnages les plus influents de chaque clan. Ces tombeaux, dont certains mesurent plusieurs centaines de mètres de long, sont de véritables capsules temporelles, révélant l'existence d'une élite dominante qui accumulait un pouvoir et des richesses jamais atteints jusque-là dans l'archipel. Leur construction nécessitait une organisation collective et une main-d'œuvre considérable, ce qui montre que la société n'était plus formée de petits villages indépendants, mais de chefferies
capable de mobiliser des centaines, voire des milliers de personnes pour des travaux communautaires. Autour de ces centres de pouvoir naquirent les premières villes et un système hiérarchique plus clairement établi. Pendant la période Kofun, les contacts avec la péninsule coréenne et la Chine restèrent intenses. L'influence continentale se refléta non seulement dans la technologie, grâce à des avancées en métallurgie et dans la fabrication d'armes et d'outils, mais aussi dans la culture et les coutumes. De nouveaux styles de céramique, des techniques d'irrigation plus sophistiquées et des armes en fer plus résistantes se répandirent dans les îles. Ces échanges favorisèrent également l'introduction de concepts politiques inédits, apportant au Japon des idées de centralisation administrative et des rituels qui renforçaient l'autorité des chefs locaux. L'un des aspects les plus fascinants de cette époque fut l'émergence de ce que l'on peut appeler une cellule originelle de la future maison impériale japonaise. Divers clans, appelés Uji, commencèrent à rivaliser pour le contrôle des terres fertiles et des routes commerciales. Parmi eux, le plus influent fut le clan Yamato, établi dans la région centrale de l'île de Honshu. Ce clan parvint, grâce à des alliances militaires et religieuses, à instaurer une forme d'hégémonie, donnant naissance à ce qui serait plus tard considéré comme le commencement symbolique de l'Empire japonais. Il n'existait pas encore d'empereur au sens moderne du terme, mais on distinguait déjà l'embryon d'un souverain réunissant pouvoir politique, autorité militaire et légitimité spirituelle. Un autre élément marquant de la période Kofun fut la présence des haniwa, petites statues en argile disposées sur et autour des tombeaux. Ces figurines, modelées sous forme humaine, animale ou d'objets, avaient pour fonction de protéger le défunt dans le monde spirituel et représentaient probablement des membres de la société ou des guerriers accompagnant le chef dans l'au-delà. Elles constituent également une source précieuse d'informations sur la vie quotidienne de l'époque, car beaucoup de ces haniwa représentent des danseurs, des guerriers, des musiciens, mais aussi des maisons et des bateaux, offrant un témoignage silencieux sur le Japon ancien. À la fin de la période Kofun, le Japon avait déjà dépassé le stade des sociétés tribales isolées. Le pouvoir se concentrait de plus en plus dans la région de Yamato, et les bases de la culture japonaise classique se mettaient en place. Un gouvernement plus structuré, des alliances militaires durables et une vision religieuse qui plaçait les chefs en intermédiaire entre les hommes et les divinités. Avec l'introduction du bouddhisme, venu de Chine et de Corée au siècle VI, cette société allait se transformer encore plus profondément, ouvrant la voie à l'ère suivante, la période Asuka, où religion et politique allaient se mêler pour façonner définitivement le Japon. Bien avant l'arrivée du bouddhisme, des temples et des doctrines venues de Chine, l'archipel japonais possédait déjà un univers spirituel propre qui modelait la manière dont ses habitants percevaient le monde. Cet univers est ce qui allait plus tard être appelé shintoïsme, mais qui, à ses débuts, n'était pas une religion organisée comme on la connaît aujourd'hui. Dans son essence, le shintoïsme était, et reste encore, un ensemble de croyances profondes, fondées sur l'idée que toutes les choses du monde possèdent un esprit. Chaque pierre, chaque arbre, chaque rivière, chaque montagne, chaque vent et même chaque phénomène naturel est habité par une présence invisible appelée kami. Pour les anciens japonais, le monde était un lieu vivant, vibrant et sacré, et y vivre signifiait rester en constante harmonie avec ses forces. Ces kami ne sont pas des dieux au sens occidental du terme, vivant dans un paradis lointain, mais des présences directement liées à l'environnement et aux hommes. Cette croyance naquit d'une vie totalement immergée dans la nature. Pour ceux qui habitèrent les îles, dans des villages entourés de forêts et de mers, dépendant du cycle des saisons et vulnérables aux séismes, aux éruptions et aux tempêtes, la perception que des forces invisibles influençaient tout ce qui les entourait était inévitable. Ainsi, le respect et la révérence pour chaque détail de la nature se transformèrent en un système spirituel qui ne séparait pas religion et vie quotidienne. Au fil du temps, des mythes apparurent pour expliquer l'origine du Japon et de ses chefs. Parmi ces récits, le plus célèbre est celui du couple divin Izanagi et Izanami, chargés de créer les îles japonaises à partir d'une lance plongée dans les eaux primordiales. De leur union naquirent d'autres divinités, dont Amaterasu, déesse du soleil, qui devint la divinité la plus importante du shintoïsme et l'ancêtre mythique de la famille impériale japonaise. Ce mythe renforçait l'idée que les dirigeants n'étaient pas seulement des chefs politiques, mais des descendants directs des dieux, une lignée sacrée justifiant leur droit à gouverner.
Les rituels liés au culte des kami étaient simples, mais profondément symboliques. Ils consistaient en offrandes de nourriture, de boissons, de tissus et d'objets artisanaux, accompagnés de prières et de danses destinées à plaire aux forces de la nature et à implorer leur protection. Les lieux considérés comme sacrés étaient signalés par des torii, portiques en bois représentant l'entrée dans un espace où les hommes pouvaient communiquer avec les esprits. Les sanctuaires les plus anciens étaient construits en harmonie avec le paysage, souvent à proximité d'arbres centenaires, de cascades ou de montagnes, renforçant l'indissociable lien entre foi et nature. Il est essentiel de comprendre que le shintoïsme ne naquit pas comme un code moral strict, ni comme un livre sacré porteur de commandements. Il s'agit d'une spiritualité fluide, fondée sur la pureté, la gratitude et l'harmonie. Le plus grand péché n'était pas la désobéissance à un dieu, mais l'impureté et la rupture de l'ordre naturel des choses. La purification était un concept central. Se laver les mains, purifier l'esprit, remercier la terre et les ancêtres avant de planter, de pêcher ou de construire. Cette manière de vivre façonna la culture japonaise en lui donnant un profond sens du respect de la collectivité et de l'équilibre du monde. Lorsque le bouddhisme arriva au Japon, durant la période Asuka, il rencontra cet univers déjà bien établi. Et au lieu de remplacer le shintoïsme, les nouvelles idées étrangères coexistèrent et se mêlèrent aux traditions locales, créant une fusion unique de croyances qui modela la spiritualité japonaise jusqu'à nos jours. Mais avant cette fusion, c'est le shintoïsme qui donna au peuple japonais sa base spirituelle et offrit la structure symbolique qui justifia l'ascension de la famille impériale et de ses clans. Entre le siècle VI et le début du siècle VIII après Jésus-Christ, le Japon connut une transformation culturelle et politique si profonde qu'elle changea son histoire à jamais. Cette période, connue sous le nom d'Asuka, tire son appellation de la région d'Asuka, qui devint le centre politique du pouvoir impérial. Ce fut une ère de contact direct avec le continent asiatique, marquée par d'intenses échanges culturels, de grandes réformes administratives et surtout par l'arrivée d'une nouvelle religion qui allait influencer toutes les sphères de la vie japonaise, le bouddhisme. Le bouddhisme arriva au Japon depuis la péninsule coréenne, où il s'était déjà diffusé à partir de la Chine et de l'Inde. Différent du shintoïsme, qui était une spiritualité liée aux forces de la nature et ne possédait ni écriture ni organisation formelle, le bouddhisme apporta un système religieux complexe, avec des textes sacrés, des temples, des statues et une philosophie structurée. Les premiers temples bouddhistes furent érigés avec le soutien des dirigeants japonais, en particulier du clan Soga, qui vit dans cette nouvelle religion une opportunité de renforcer sa position politique et d'élargir sa vision du monde selon les idées les plus avancées venues de Chine. L'arrivée du bouddhisme n'apporta pas seulement de nouvelles divinités et des images sacrées, elle transforma radicalement l'art, l'architecture et la manière de gouverner. Pour la première fois, le Japon commença à s'inspirer des modèles administratifs chinois, créant des lois écrites, des codes moraux et un système de pouvoir plus centralisé. Cette réorganisation débuta avec l'un des personnages les plus emblématiques de cette période, le prince Shotoku. Considéré comme un visionnaire, Shotoku soutint non seulement la construction de temples tels que le Horyuji, l'un des plus anciens du monde, mais il rédigea aussi la célèbre Constitution en 17 articles, un document qui établissait des principes éthiques et administratifs destinés à guider la conduite des gouvernants et de leurs fonctionnaires, donnant un caractère presque spirituel à la politique. La présence du bouddhisme introduisit également une nouvelle vision de l'univers et de la vie. L'idée de réincarnation, de karma et de quête d'illumination spirituelle contrastait avec la conception plus naturaliste du shintoïsme. Pourtant, au lieu d'un conflit, ces deux traditions commencèrent à se compléter. Tandis que le shintoïsme continuait de célébrer les kami et la pureté de la nature, le bouddhisme apporta des rituels plus élaborés, des représentations visuelles et un sens philosophique plus profond, créant une spiritualité double qui deviendrait caractéristique du Japon durant les siècles suivants. Au-delà du domaine religieux et politique, l'influence culturelle du bouddhisme se répandit rapidement. Des sculptures de Bouddha, des fresques représentant des scènes spirituelles, des manuscrits copiés à la main et de grands temples en bois apparurent dans tout l'archipel. Ces temples devinrent non seulement des lieux de prière, mais aussi des centres de savoir,
où les moines étudiaient l'astronomie, la médecine, la poésie et le droit. Le contact avec la Chine fit adopter au Japon l'écriture chinoise, une étape fondamentale pour l'émergence de la littérature japonaise classique dans les siècles suivants. La période Asuka fut également un moment où l'autorité de l'empereur commença à se consolider sous une nouvelle forme. Il ne suffisait plus d'invoquer une origine divine liée au shintoïsme. Désormais, le souverain était perçu comme investi d'une responsabilité morale et spirituelle, inspirée par les enseignements bouddhistes. Cette fusion entre politique et religion, entre tradition locale et savoir étranger, posa les bases d'une culture toujours plus sophistiquée et distincte. Et ainsi, à mesure que le Japon quittait la période Asuka, il s'apprêtait à entrer dans un âge d'or, la période Nara, où une capitale fixe serait construite et où la littérature commencerait à s'épanouir, transformant définitivement l'identité du pays. La période Nara, qui s'étendit de l'an 710 jusqu'à l'an 794 après Jésus-Christ, marque un chapitre décisif de l'histoire japonaise. Pour la première fois, le pouvoir impérial décida d'établir une capitale fixe, conçue de manière ordonnée et directement inspirée des grandes cités chinoises. Jusqu'alors, les cours impériales japonaises changeaient constamment de lieu, en partie à cause des croyances shintoïstes liées à la purification après la mort d'un empereur. Cette pratique changea radicalement lorsque la ville de Heijō-kyo, l'actuelle Nara, fut choisie pour devenir le cœur politique, administratif et culturel du Japon. Avec ses rues au tracé rectangulaire, ses palais grandioses et ses temples monumentaux, Nara apporta une nouvelle dimension à l'organisation de l'État japonais. Cette nouvelle structure ne se limita pas à l'urbanisme. Durant la période Nara, le gouvernement japonais consolida un modèle administratif inspiré des codes légaux de la dynastie Tang en Chine, connu sous le nom de système Ritsuryo. Ce système établissait des lois écrites, des impôts, la répartition des terres et des fonctions précises pour chaque poste public, créant ainsi un modèle centralisé et bureaucratique. L'empereur fut alors perçu non seulement comme le descendant des divinités shintoïstes, mais aussi comme l'autorité suprême d'un empire solidement structuré. Ce renforcement de l'État permit un meilleur contrôle des provinces et une uniformisation des pratiques culturelles et politiques dans tout l'archipel. La présence du bouddhisme, introduit durant la période précédente, devint encore plus marquante dans la capitale. Nara fut parsemée de temples rivalisant de beauté et d'importance, dont le plus impressionnant fut le Todaiji, construit à des dimensions colossales pour abriter la statue monumentale du grand Bouddha. Ce temple devint non seulement un symbole religieux, mais aussi un centre de pouvoir politique, illustrant l'entrelacement de la religion et du gouvernement. Des moines influents participaient aux décisions administratives et le bouddhisme, par moments, en vint à rivaliser directement avec l'autorité de la cour. Sur le plan culturel, la période Nara est considérée comme le berceau de la littérature classique japonaise. Pour la première fois, des œuvres écrites furent produites pour consigner l'histoire et les traditions du peuple japonais, à l'aide du système d'écriture chinois. Parmi ces œuvres se distinguent le Kojiki et le Nihon Shoki, chroniques qui mêlent mythes, généalogie et récits historiques, constituant la base de la mythologie et de l'identité nationale du Japon. À ces chroniques s'ajouta le Manyoshu, la plus ancienne anthologie de poèmes japonais, rassemblant la voix de nombreux auteurs et révélant la sensibilité poétique qui deviendrait emblématique du pays. Cependant, la fixation d'une capitale et l'influence croissante du bouddhisme entraînèrent aussi des tensions. La concentration de temples et de moines puissants à Nara provoqua des conflits politiques, certaines figures religieuses cherchant à intervenir directement dans les affaires de la cour. Cette situation incita à la fin de cette période le gouvernement impérial a cherché une nouvelle capitale, plus éloignée de l'influence monastique, donnant naissance à la période suivante, celle de Heian. Pourtant, l'héritage de Nara demeure immense. Ce fut là que le Japon consolida pour la première fois une identité écrite, une administration centralisée et une capitale planifiée, posant les fondations d'un empire en quête de stabilité et de culture. La période Heian, qui s'étendit de l'an 794 jusqu'à l'an 1185 après Jésus-Christ, est souvent considérée comme l'âge d'or de la culture classique japonaise. Après les tensions politiques qui marquèrent la fin de la période Nara, l'empereur Kammu décida de transférer la capitale dans un nouvel endroit, loin de l'influence religieuse de Nara, et c'est ainsi que naquit la ville de Heian-kyo, plus tard connue sous le nom de Kyoto.
Cet acte marqua le début d'une ère de stabilité politique et d'épanouissement culturel qui façonna profondément l'esthétique et l'identité du Japon. La cour impériale de Heian se transforma en un véritable centre de raffinement. La noblesse développa un art de vivre qui valorisait l'élégance, l'art et la maîtrise de l'étiquette. Chaque geste, chaque vêtement, chaque parole prononcée en public portait un poids culturel et un sens social. C'est dans cet environnement que virent le jour certaines des plus grandes œuvres littéraires du Japon, écrites principalement par des femmes de cour qui consignaient dans des journaux et des récits romanesques la vie au palais. La plus célèbre de ces œuvres est l'Eudit du Genji, rédigé par Murasaki Shikibu, considéré comme le premier roman du monde, un tableau profond des passions, des intrigues et de la sensibilité de l'aristocratie japonaise. Durant cette période, l'esthétique devint presque une philosophie de vie. La peinture, la calligraphie, la poésie et la musique prospérèrent comme jamais auparavant. La poésie en particulier, appelée waka, était une forme essentielle de communication entre les nobles, un moyen d'exprimer des sentiments avec subtilité et habileté. Dans le même temps, l'architecture palatiale reflétait une harmonie avec la nature, avec des pavillons de bois, des jardins aménagés et des étangs artificiels qui créaient un cadre idéal pour la contemplation et les cérémonies. Cependant, tandis que la cour menait cette existence sophistiquée, au-delà des murailles de Heian se dessinait une réalité différente. Les familles aristocratiques commencèrent à confier la protection de leurs terres à des guerriers locaux. Ces combattants, qui allèrent plus tard être connus sous le nom de samouraïs, gagnaient en pouvoir et en influence dans les provinces. La période Heian fut donc également le moment où apparurent les premières graines de la classe guerrière qui allaient transformer radicalement le Japon féodal dans les siècles suivants. Un autre aspect marquant de cette époque fut la fusion spirituelle entre le bouddhisme et le shintoïsme. De nouvelles écoles bouddhistes émergèrent, telles que Tendai et Shingon, qui se répandirent dans l'archipel, tandis que les cultes shintoïstes demeuraient vivants. Cette coexistence entre deux traditions distinctes donna naissance à une spiritualité unique, influençant l'art, l'architecture et même la politique. La religion, dans ce contexte, servait à la fois de dévotion et de symbole de prestige et de pouvoir. Au fil du temps, la cour impériale s'éloigna de plus en plus de la vie pratique des provinces, concentrée sur sa propre culture et sur les plaisirs de la vie palatiale. Ce détachement permit à des familles puissantes, telles que les Fujiwara, d'accumuler une influence politique considérable, contrôlant le gouvernement de manière indirecte. Toutefois, cette fragilité administrative finit par avoir un prix. À la fin de la période Heian, les clans guerriers commencèrent à se révolter et à défier l'autorité de la cour. Les guerres entre les clans Taira et Minamoto marquèrent le début d'une nouvelle ère où les samouraïs allaient prendre le pouvoir, mettant fin à cette période dorée et ouvrant la voie au Japon féodal. À mesure que la période Heian approchait de sa fin, une transformation silencieuse mais puissante commençait à bouleverser durablement l'équilibre politique du Japon. Tandis que la cour impériale de Heian-kyo, l'actuel Kyoto, se consacrait à une vie raffinée, aux arts, à la poésie et aux cérémonies sophistiquées, dans les provinces éloignées, la réalité était beaucoup plus rude et pragmatique. Les terres devaient être défendues contre les invasions, les rivalités et les crimes, et les grands clans aristocratiques confièrent cette défense à des guerriers locaux, spécialisés dans l'usage des armes. Ces combattants, d'abord subordonnés aux familles nobles, acquirent progressivement importance, expérience et pouvoir, jusqu'à former une force autonome connue sous le nom de classe des samouraïs. Le samouraï, à l'origine, était un guerrier d'élite formé à combattre à cheval, à manier l'arc et le sabre, et à protéger les domaines de ses seigneurs. Le terme « samouraï » provient du verbe « saburo » qui signifie « servir ». Mais ce service, qui commença comme une loyauté personnelle envers un seigneur local, évolua vers un ensemble de codes et de valeurs qui allaient modeler un véritable mode de vie. La discipline, l'honneur et la loyauté devinrent les piliers de cette nouvelle classe. Cette culture guerrière se consolida au moment où la cour impériale, isolée dans ses palais, perdait peu à peu le contrôle effectif des terres lointaines. Le renforcement des clans guerriers fit émerger deux groupes qui allèrent devenir les protagonistes du destin du Japon, le clan Taira et le clan Minamoto. Ces familles levèrent leurs propres armées,
composée de guerriers fidèles et aguerris, et se disputèrent la suprématie du pays. Le point de rupture survint lorsque ces tensions dégénérèrent en une série de conflits armés, dont le plus marquant fut la guerre de Genpei, menée entre l'an 1180 et l'an 1185. Cette guerre fut brutale, dévastant des villages et opposant deux modèles de pouvoir. L'ancien système centré sur la cour impériale et le nouveau système militaire dominé par les clans. À l'issue de la guerre de Genpei, le clan Minamoto émergea victorieux sous la conduite de Minamoto no Yoritomo. Cette victoire affaiblit non seulement l'autorité de l'empereur, mais elle instaura une nouvelle forme de gouvernement, appelée shogunat. Yoritomo reçut le titre de shogun, commandant militaire suprême, et commença à diriger le pays de manière effective, tandis que l'empereur devenait une figure de plus en plus symbolique, éloignée du pouvoir réel. Ainsi naquit une nouvelle ère, le Japon féodal, où la force militaire dictait les règles et où la classe des samouraïs occupait désormais le centre de la scène politique et sociale. L'ascension des samouraïs entraîna de profondes mutations culturelles et sociales. L'idéal de vie guerrière, fondé sur la loyauté, l'honneur et le courage, commença à influencer non seulement la politique, mais aussi l'art et la philosophie. Les familles guerrières, désormais au pouvoir, accordaient plus d'importance à l'entraînement martial qu'à l'étiquette raffinée de la cour. Les terres furent redistribuées entre seigneurs locaux et la vie s'organisa autour de la protection militaire, des pactes de fidélité et de la survie dans un temps où la guerre allait devenir une constante. Ce moment marqua donc la fin de la suprématie absolue de la cour impériale et le début de siècles dominé par l'aristocratie guerrière. Le pouvoir centralisé de l'empereur fut remplacé par un système décentralisé fondé sur la force, le charisme militaire et les alliances de sang. Le Japon entrait alors dans une ère turbulente et fascinante, où les batailles allaient façonner le destin de la nation et consolider le rôle des samouraïs comme véritables maîtres du pays. Avec la victoire du clan Minamoto lors de la guerre de Genpei et la nomination de Minamoto no Yoritomo comme shogun en l'an 1192, le Japon entra dans une nouvelle phase de son histoire, la période Kamakura, qui dura de l'an 1185 jusqu'à l'an 1333. Ce fut le début du système de gouvernement connu sous le nom de shogunat, dans lequel l'autorité militaire devint la force dominante, reléguant l'empereur à un rôle symbolique et cérémoniel. Le siège du gouvernement ne se trouvait plus à Heian-kyo, mais dans la ville de Kamakura, choisie pour sa position stratégique et pour son éloignement de l'influence des familles aristocratiques de l'ancienne capitale. Ce déplacement physique du pouvoir reflétait une transformation radicale. Le centre de décision se trouvait désormais entre les mains des guerriers. Le shogunat de Kamakura mit en place un gouvernement militaire hiérarchisé reposant sur la loyauté personnelle. Au sommet se trouvait le shogun. En dessous de lui, les gouverneurs militaires régionaux, appelés shugo, et plus bas encore les administrateurs locaux, appelés jito, chargés de collecter les impôts et d'assurer l'ordre. La société japonaise commença à s'organiser selon un système féodal, dans lequel la possession des terres et la fidélité militaire formaient la base du pouvoir. Dans ce contexte, les samouraïs cessèrent d'être de simples mercenaires et devinrent l'épine dorsale de l'État, vivant selon un code strict d'honneur et de discipline qui allait plus tard donner naissance au Bushido. La période Kamakura ne fut pas seulement un temps de réorganisation politique, elle dut aussi affronter de grandes menaces venues de l'extérieur. Parmi elles, la plus marquante fut celle de l'Empire mongol au cours du siècle XIII. Sous le commandement de Kubilai Khan, les Mongols, qui avaient déjà conquis la Chine, tournèrent leur attention vers le Japon. En l'an 1274, une flotte gigantesque traversa la mer pour envahir les îles japonaises, transportant soldats, archers et navires de guerre. Malgré la supériorité numérique et technologique des envahisseurs, la résistance des samouraïs fut farouche. Après de violents combats, une tempête soudaine, que les Japonais appelèrent kamikaze ou vent divin, détruisit une grande partie de la flotte mongole, les forçant à se retirer. 7 ans plus tard, en l'an 1281, les Mongols tentèrent une nouvelle invasion, cette fois avec une armée encore plus vaste, mais l'histoire se répéta. Les défenses japonaises, aidées d'une autre tempête dévastatrice, anéantirent la flotte ennemie. Ces victoires contre un adversaire si redoutable renforcèrent la conviction que les dieux protégeaient le Japon, et le terme kamikaze resta gravé comme un symbole de salut divin. Toutefois,
ces conflits eurent un coût immense. La nécessité de défendre les côtes épuisa les finances du shogunat, et comme il n'y avait pas de nouvelles terres à distribuer en récompense aux samouraïs qui avaient combattu, beaucoup d'entre eux s'endettèrent et sombrèrent dans le mécontentement. Sur le plan intérieur, le pouvoir du clan Hojo, qui exerçait la régence du shogun après la mort de Yoritomo, se renforça. Les Hojo contrôlaient le gouvernement de Kamakura avec une fermeté croissante, mais ils durent affronter un nombre grandissant de rébellions de la part de clans mécontents. Ce climat de tension politique, ajouté aux difficultés économiques engendrées par les invasions mongoles, rongea peu à peu la stabilité du régime. L'héritage de la période Kamakura est immense. C'est alors que les samouraïs consolidèrent leur rôle comme élite militaire du Japon et que le système féodal s'enracina profondément. De plus, les idéaux de discipline et d'autosuffisance façonnèrent non seulement la politique, mais aussi la culture et la spiritualité, avec la diffusion du bouddhisme zen, qui se répandit surtout parmi les guerriers, en valorisant la concentration, la simplicité et l'endurance. Cependant, cet équilibre ne dura pas longtemps. Les divisions internes et l'affaiblissement du shogunat ouvrirent la voie à de nouvelles guerres civiles et à une nouvelle phase de transition. Avec la chute du pouvoir des Hojo et l'effondrement du shogunat de Kamakura au début du siècle XIV, le Japon entra dans un nouveau chapitre de son histoire, la période Muromachi, également connue sous le nom de période Ashikaga, qui s'étendit approximativement de l'an 1336 jusqu'à l'an 1573. Cette période doit son nom au fait que le centre du gouvernement militaire s'installa dans le quartier de Muromachi, à Kyoto, sous la direction du clan Ashikaga. Bien qu'elle ait commencé avec l'espoir de rétablir l'ordre, elle devint l'une des époques les plus turbulentes de l'histoire japonaise, marquée par des guerres internes, des rivalités entre clans et une instabilité politique constante. Paradoxalement, ce fut aussi un temps durant lequel la culture japonaise s'épanouit de façon éclatante, fortement influencée par le bouddhisme zen. L'ascension du clan Ashikaga eut lieu après un conflit entre la cour impériale et les seigneurs militaires. Au départ, il semblait que le pouvoir de l'empereur serait restauré, mais très vite les nouveaux shoguns Ashikaga s'imposèrent, ramenant la suprématie militaire sur l'aristocratie de la cour. La différence fut que cette fois, le shogunat choisit Kyoto comme base du pouvoir, maintenant ainsi une relation plus étroite avec l'ancienne capitale impériale. Cette proximité permit une certaine coexistence entre la culture raffinée de la cour et les valeurs militaires, créant une fusion entre tradition et pragmatisme qui marqua l'identité de cette époque. Sur le plan culturel, la période Muromachi est indissociable de l'influence du bouddhisme zen, qui apporta une esthétique simple, contemplative et disciplinée, imprégnant toutes les formes d'art. Les jardins zen, avec leurs pierres disposées de manière symbolique, leurs sables soigneusement ratissés et leurs plantes positionnées pour créer un équilibre naturel, devinrent des symboles de la quête de sérénité. La cérémonie du thé ou Shanoyu, qui prendrait sa forme définitive un peu plus tard, commença à se consolider comme un rituel d'harmonie et de respect, tandis que les maisons de thé devinrent des lieux de rencontre intellectuels et spirituels. Cet esprit zen influença aussi l'architecture et les arts martiaux. L'usage de lignes épurées, d'espaces vides et de matériaux naturels devint prédominant dans la construction des temples et des demeures. En même temps, les écoles martiales se multiplièrent, perfectionnant des techniques de combat et de discipline mentale, puisque la philosophie zen mettait l'accent sur le contrôle de l'esprit dans les moments de tension. Cette fusion entre spiritualité et art du combat façonna un guerrier plus introspectif et stratège. Cependant, tandis que la culture s'épanouissait, le pays sombrait dans le chaos politique. L'autorité du shogunat Ashikaga ne fut jamais aussi solide que celle des Minamoto à Kamakura. De nombreux clans régionaux s'affirmèrent et devinrent quasiment autonomes. Cette situation mena au début de ce qui allait être connu comme la période Sengoku, ou ère des provinces en guerre, une succession de conflits internes qui durerait plus d'un siècle. La célèbre guerre d'Onin, qui débuta en l'an 1467 et dévasta Kyoto, illustre à quel point l'instabilité s'était emparée du pays. Malgré les guerres, ou peut-être justement à cause d'elles, la culture de cette période se consolida de manière durable. L'art du théâtre No prospéra avec des pièces mêlant musique, poésie et drame dans un style hautement stylisé. La peinture à l'encre sut mieux, basée sur quelques traits sobres et sur l'expression du vide,
s'imposa comme une forme de méditation visuelle. Même au cœur des destructions provoquées par les batailles, la quête de beauté et de discipline se transforma en une caractéristique fondamentale de l'âme japonaise. Ainsi, la période Muromachi peut être perçue comme un contraste saisissant. D'un côté, un pays fragmenté, en guerre et doté d'une autorité centrale affaiblie. De l'autre, une société qui produisit certaines des expressions artistiques et philosophiques les plus raffinées de toute l'histoire japonaise. Cette combinaison de violence et de culture prépara le terrain pour l'ère suivante, durant laquelle le Japon serait plongé dans une guerre totale entre clans rivaux, en quête désespérée d'une nouvelle unification. À partir de la seconde moitié du siècle XV, le Japon plongea dans ce qui allait devenir l'une des périodes les plus violentes et chaotiques de toute son histoire, le Sengoku Jidai, ou ère des provinces en guerre, qui s'étendit approximativement de l'an 1467 jusqu'à l'an 1603. Cette époque, qui dura près d'un siècle et demi, fut marquée par une quasi-absence d'autorité centrale, au moment où le pouvoir du shogunat Ashikaga s'effondra et où chaque région du pays passa sous le contrôle de seigneurs locaux, les daimyo, qui s'affrontaient sans cesse pour le contrôle des territoires. Le point de départ de cette ère sanglante fut la guerre d'Onin déclenchée en l'an 1467, un conflit interne pour le pouvoir à Kyoto qui ravagea la capitale et démontra que le shogunat n'avait plus la force de gouverner le pays. À partir de ce moment, le Japon se fragmenta en dizaines de domaines autonomes. Chaque daimyo disposait de son propre armée de samouraïs, de fortifications et de stratégies et formait des alliances qui étaient souvent rompues en quelques mois seulement. Les champs de bataille se multiplièrent dans tout l'archipel et la guerre devint partie intégrante de la vie quotidienne. Dans ce contexte, la figure du château japonais commença à se consolider. Structures d'abord modestes en bois, elles devinrent des forteresses complexes, construites sur des collines ou dans des plaines, avec des fossés et des tours servant à la fois de défense et de centre administratif. Ces constructions n'étaient pas uniquement militaires, elles représentaient aussi le pouvoir et le prestige du seigneur qui les faisait ériger. Avec les conflits incessants, l'innovation militaire s'intensifia. Des armes comme les arcs longs, les lances appelées yari et les sabres appelés katana furent utilisés dans des batailles de plus en plus organisées. Au cours du siècle XVI, l'arrivée des Portugais introduisit les armes à feu, transformant profondément la manière de combattre au Japon. Dans le même temps, cette époque de désordre vit émerger la figure des shinobi, plus connus sous le nom de ninjas, qui agissaient comme espions, saboteurs et assassins lors de missions secrètes. Bien que de nombreux récits ultérieurs aient exagéré leurs exploits, il ne fait aucun doute qu'ils jouèrent un rôle important durant le Sengoku Jidai, en utilisant des techniques d'infiltration et d'espionnage qui complétèrent la guerre conventionnelle. La société japonaise se transforma dans ce contexte d'instabilité. La mobilité sociale augmenta, car des samouraïs sans maître pouvaient offrir leurs services à d'autres clans, et même des paysans pouvaient s'élever en tant que guerriers en temps de besoin. Mais ce fut aussi une époque de souffrances immenses pour le peuple. Des villages furent détruits, des récoltes pillées et des familles entières déplacées par des batailles interminables. Malgré le chaos, ce fut précisément durant le Sengoku Jidai que surgirent trois figures qui allaient changer à jamais le destin du Japon. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Ces trois chefs militaires, chacun avec sa stratégie et sa vision, mirent fin à cette longue ère de guerre. Nobunaga utilisa l'audace et l'adoption des armes à feu à grande échelle pour soumettre ses ennemis. Hideyoshi consolida le pouvoir et unifia la majeure partie du pays. Et Ieyasu fonda le shogunat Tokugawa, inaugurant une période de paix qui allait durer plus de 2 siècles. Le Sengoku Jidai apporta également des transformations culturelles importantes. Le contact avec les Portugais, puis avec d'autres Européens, ouvrit le Japon à de nouvelles technologies, à des armes, à des marchandises et même à des idées religieuses, comme le christianisme, qui arriva à cette époque par les missionnaires jésuites. Mais cette ouverture sema aussi les germes de futures tensions. Au final, l'ère Sengoku fut un temps de destruction et d'opportunité, une forge brutale où les clans les plus puissants s'affrontèrent jusqu'à ce qu'il ne reste que des chefs capables de rêver à l'unification de l'archipel. Au milieu de ce chaos prolongé, alors que le Japon était divisé en dizaines de fiefs en guerre et que le rétablissement de l'ordre semblait impossible, 3 hommes extraordinaires apparurent pour changer le cours de l'histoire.
Ils mirent non seulement fin à plus d'un siècle de conflits constants, mais ils posèrent aussi les bases d'un Japon unifié et stable. Ces hommes furent Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu, chacun avec son caractère, ses stratégies et sa vision politique. Ils devinrent les protagonistes de l'une des époques les plus décisives du pays. Le premier à se distinguer fut Oda Nobunaga. Issu d'un clan d'importance modeste, Nobunaga était un stratège audacieux et novateur. Il révolutionna l'art de la guerre au Japon en adoptant systématiquement les armes à feu venues d'Europe et en employant des tactiques militaires en avance sur son temps. Sa personnalité implacable lui permit de conquérir une grande partie de l'archipel en battant des adversaires bien plus puissants. Nobunaga fut aussi un réformateur. Il affaiblit le pouvoir des monastères bouddhistes armés qui jusque-là représentaient de véritables forces militaires, et il ouvrit le Japon au commerce international. Cependant, son parcours fut interrompu de manière dramatique en l'an 1582, lorsqu'il fut trahi par l'un de ses propres généraux et encerclé dans le temple de Honnoji, à Kyoto. Pour éviter la capture, Nobunaga choisit de mourir, mais son héritage ouvrit la voie à l'unification. Après la mort de Nobunaga, son général le plus talentueux prit la tête de la campagne. Toyotomi Hideyoshi. Issu d'une famille paysanne, Hideyoshi gravit les échelons par son propre mérite, ce qui était rarissime dans un Japon fortement hiérarchisé. Son intelligence politique et son charisme lui permirent de consolider presque tout le pays sous son autorité. Il acheva l'unification commencée par Nobunaga, mit en place des réformes agraires, interdit aux paysans de posséder des armes afin de prévenir des révoltes et réorganisa la société japonaise selon un système rigide de classes. Ambitieux, Hideyoshi tenta d'étendre son pouvoir au-delà du Japon, en lançant des invasions contre la Corée, mais ses expéditions échouèrent et épuisèrent ses ressources. Pourtant, lorsqu'il mourut en l'an 1598, le Japon était déjà uni d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des siècles. Le dernier acte de cette épopée revint à Tokugawa Ieyasu. Ami et allié de Hideyoshi, il attendit le moment opportun pour consolider sa position. En l'an 1600, lors de la bataille décisive de Sekigahara, Ieyasu écrasa tous ses rivaux, assurant sa suprématie sur l'archipel. 3 ans plus tard, en l'an 1603, il reçut le titre de shogun et établit le shogunat Tokugawa, qui gouvernerait le Japon pendant plus de 250 ans. Sa politique reposait sur la stabilité. Il renforça les défenses, imposa un contrôle strict sur les daimyo et ferma progressivement le pays au reste du monde, inaugurant une période d'isolement qui dura plusieurs siècles et qui est connue sous le nom de Sakoku. L'unification accomplie par ce trio eut des conséquences profondes. Pour la première fois depuis des centaines d'années, le Japon connut la paix intérieure. Les champs ravagés par les guerres furent reconstruits, le commerce prospéra et une culture dynamique commença à s'épanouir dans un climat de stabilité. Chacun de ses dirigeants laissa une empreinte. Nobunaga avec son audace et sa rupture avec les traditions de combat, Hideyoshi avec son ascension exceptionnelle et ses réformes sociales, et Ieyasu avec sa patience stratégique et sa capacité à instaurer un système durable. Ainsi se termina l'ère Sengoku et commença la période Edo, l'un des plus longs moments de paix de l'histoire japonaise. Mais cette unification, bien qu'elle ait apporté stabilité et prospérité, s'accompagna d'un prix élevé, l'imposition d'un contrôle sévère et d'une société extrêmement hiérarchisée, où la mobilité sociale fut pratiquement éliminée. La paix était acquise, mais au prix d'un isolement qui allait marquer profondément le destin du Japon pendant plus de 2 siècles. La période Edo, également connue sous le nom de période Tokugawa, commença officiellement en l'an 1603 avec l'ascension de Tokugawa Ieyasu au titre de shogun et s'étendit jusqu'en l'an 1868. Pendant plus de 2 siècles et demi, le Japon connut une stabilité politique, une paix intérieure et un isolement presque complet vis-à-vis du reste du monde. Ce fut une ère où les sabres se turent et où la culture s'épanouit comme jamais auparavant. Mais ce fut aussi une époque marquée par un contrôle social rigide et par la fermeture du pays aux influences étrangères. La capitale politique fut transférée dans la ville d'Edo qui deviendrait plus tard Tokyo. Sous le shogunat Tokugawa, le Japon mit en place un système politique extrêmement centralisé et efficace. Chaque daimyo ou seigneur féodal administrait sa région mais restait soumis à l'autorité du shogun.
Un système complexe appelé Sankin Kotai obligeait les seigneurs à résider une partie de l'année dans la capitale, tandis que leurs familles restaient comme otages politiques, garantissant ainsi leur loyauté et évitant toute rébellion. Cette organisation assura une paix durable et réduisit considérablement les conflits internes, permettant au pays de se reconstruire et de prospérer. L'isolement international, connu sous le nom de Sakoku, fut une autre caractéristique marquante de la période Edo. À partir des années 1630, le Japon interdit l'entrée et la sortie des étrangers et limita strictement le commerce extérieur. Seuls quelques ports, comme celui de Nagasaki, entretenaient des relations restreintes avec les Hollandais et les Chinois, sous un contrôle rigoureux. Ce repli permit à la culture japonaise de se développer de manière autonome, forgeant un style propre et une identité renforcée. Toutefois, cet isolement retarda également la modernisation du pays face aux progrès scientifiques et technologiques des puissances occidentales. La société de l'époque Edo était strictement hiérarchisée. Au sommet se trouvaient les samouraïs, qui n'avaient plus à combattre en permanence, mais servirent désormais d'administrateurs, d'enseignants et de gardiens de l'ordre. Venaient ensuite les paysans, producteurs essentiels des ressources agricoles, suivis des artisans et des marchands. Bien que ces derniers occupassent un rang inférieur, ils prospérèrent considérablement durant cette période. Le code de conduite des samouraïs appelé Bushido atteignit alors son apogée, insistant sur l'honneur, la discipline, la loyauté et la maîtrise de soi. Même sans guerre fréquente, les samouraïs demeurèrent la colonne vertébrale du système Tokugawa, incarnant un modèle moral pour toute la société. Dans ce climat de paix, les arts connurent une prospérité exceptionnelle. Edo devint l'une des plus grandes villes du monde, animée par une vie culturelle intense. Le théâtre kabuki, avec ses représentations spectaculaires et ses costumes flamboyants, conquit un large public. Les estampes ukiyo-e, gravures sur bois représentant scènes du quotidien, paysages et acteurs célèbres, donnèrent naissance à un style artistique encore mondialement reconnu aujourd'hui. La littérature s'épanouit avec des récits populaires, des haïkus et des œuvres satiriques reflétant la vie urbaine. La cérémonie du thé, l'art des jardins et d'autres pratiques liées au zen continuèrent à se développer, apportant équilibre et contemplation dans la vie quotidienne. Cependant, cette stabilité engendra aussi des défis. Le manque de contact avec le monde extérieur commença à fragiliser le Japon face aux bouleversements globaux. Au fil des siècles, des crises économiques et des catastrophes naturelles, ainsi qu'un mécontentement croissant lié aux restrictions sociales, affaiblirent progressivement le système Tokugawa. Lorsque, au milieu du siècle XIX, des navires étrangers lourdement armés, menés par le commodore Matthew Perry, apparurent au large des côtes japonaises pour exiger l'ouverture des ports, le pays comprit qu'il ne pouvait plus rester isolé. La fin de la période Edo marqua le début d'une phase radicalement différente, durant laquelle le Japon abandonna des siècles de repli pour entrer dans un processus accéléré de modernisation. Mais tant qu'il dura, le shogunat Tokugawa assura au pays une paix rare dans l'histoire mondiale et laissa un héritage culturel parmi les plus riches et complexes du Japon. Après plus de 2 siècles de stabilité sous le régime Tokugawa, le Japon du siècle XIX fut confronté à une réalité qui allait transformer son destin. En l'an 1853, une flotte de navires américains, appelés au Japon les navires noirs, menés par le commodore Matthew Perry, entra dans la baie d'Edo avec un ultimatum. Le Japon devait ouvrir ses ports au commerce international ou subir une intervention militaire. L'apparition soudaine de ces bâtiments à vapeur, équipés d'une technologie bien supérieure aux défenses japonaises, révéla la vulnérabilité d'un pays qui, après 200 ans d'isolement, était resté à l'écart de la révolution industrielle et militaire occidentale. Le shogunat Tokugawa fut contraint de signer des traités inégaux qui accordèrent des privilèges aux étrangers et ouvraient les ports au commerce, ébranlant l'orgueil national et déclenchant une période de forte tension interne. Ce contact soudain avec l'Occident apporta non seulement de nouvelles armes, technologies et marchandises, mais aussi des idées politiques et sociales qui remettaient en cause le système féodal et la rigidité du régime Tokugawa. Le Japon fut alors soumis à une double pression. D'un côté, la nécessité de se moderniser rapidement. De l'autre, la résistance des conservateurs attachés aux traditions. Le choc culturel et économique généré par ces traités provoqua une vague de mécontentement à travers le pays.
De puissants clans, surtout ceux éloignés de la capitale, commencèrent à remettre en cause la légitimité du shogunat. Un mouvement appelé Sono-jwa, signifiant révérer l'empereur, expulser les barbares, prônait le retour du pouvoir impérial et l'expulsion des étrangers. Cette alliance entre nationalistes et partisans de l'empereur trouva un terrain commun, la fin du gouvernement militaire des Tokugawa. Dans le même temps, la confrontation avec l'Occident fit comprendre aux Japonais l'urgence de se moderniser. Les armes à feu, les navires à vapeur et les manufactures révélaient un monde infiniment plus avancé. Pour survivre, le Japon devait rompre avec des siècles d'isolement et se transformer rapidement. Cette tension atteignit son apogée dans les années 1860, lorsque des affrontements éclatèrent entre les partisans du shogunat et ceux de l'empereur. En l'an 1868, après une brève guerre civile connue sous le nom de guerre de Boshin, le shogunat Tokugawa fut renversé. Le pouvoir revint officiellement à l'empereur, marquant le début de la restauration Meiji. Cet événement ne fut pas seulement un changement politique, il signifia la fin du féodalisme, du système des samouraïs en tant que classe dominante et de plus de 2 siècles d'isolement. À partir de ce moment, le Japon s'engagea dans une transformation rapide, inspirée des modèles occidentaux, cherchant à moderniser tous les aspects de la société et à restaurer sa souveraineté face aux puissances étrangères. La chute du shogunat et l'arrivée des navires noirs symbolisèrent le moment où le Japon fut contraint de tourner son regard vers l'extérieur et de reconnaître qu'un nouveau monde était en train de naître. Ce choc entre tradition et modernité marqua profondément les décennies suivantes et donna naissance à l'une des révolutions politiques, sociales et économiques les plus impressionnantes de l'histoire moderne. La restauration Meiji, entamée en l'an 1868 après la chute définitive du shogunat Tokugawa, fut l'une des périodes les plus rapides et les plus profondes de transformation de l'histoire du Japon. En quelques décennies, un pays qui, durant plus de 2 siècles, avait vécu isolé du reste du monde, se lança consciemment dans un processus de modernisation politique, militaire, économique et culturelle inspiré de l'Occident. Le retour du pouvoir politique formel à l'empereur ne fut pas seulement un acte symbolique. Il marqua le début de la construction d'un État centralisé et moderne, capable de résister aux pressions étrangères et de retrouver sa souveraineté face aux puissances industrielles. Sous la direction du jeune empereur Meiji, le Japon mit en place un vaste ensemble de réformes connues sous le nom de réforme Meiji. L'une des premières mesures fut l'abolition du système féodal et de la division rigide de la société en classes. Les domaines des daimyo furent supprimés et transformés en provinces administrées directement par le gouvernement central, et l'ancienne classe des samouraïs perdit les privilèges et les revenus qu'elle détenait depuis des siècles. Pour remplacer une défense reposant sur des guerriers héréditaires, le Japon créa une armée nationale moderne, organisée selon les modèles européens et équipée d'armes et de tactiques venues d'Occident. Un autre pilier fondamental fut l'industrialisation accélérée. Inspiré par les modèles de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne, le Japon construisit des chemins de fer, des ports, des usines et des navires à vapeur. Des machines modernes furent importées et des missions diplomatiques parcoururent le monde pour étudier les nouvelles technologies et rapporter le savoir scientifique dans l'archipel. Le système éducatif fut complètement réformé, devenant obligatoire et calqué sur les standards occidentaux, avec des écoles enseignant les sciences, les mathématiques, les langues étrangères et les techniques industrielles. Cette ouverture intellectuelle et cet investissement massif en infrastructures transformèrent rapidement une économie agricole en une économie industrielle. Sur le plan politique, la constitution Meiji, promulguée en l'an 1889, institua un parlement appelé la Diète et inaugura un gouvernement constitutionnel. Toutefois, l'empereur conservait un rôle central et presque absolu comme symbole de l'unité nationale. La modernisation s'étendit également aux domaines juridiques, financiers et diplomatiques, permettant au Japon de commencer à traiter d'égal à égal avec les puissances étrangères. Dans le domaine militaire, le Japon passa en quelques décennies d'un pays en retard à une puissance régionale redoutée. La victoire lors de la première guerre sino-japonaise, entre les années 1894 et 1895, puis lors de la guerre russo-japonaise, entre les années 1904 et 1905, prouva au monde entier que le Japon était désormais une puissance militaire moderne, capable de vaincre de grands empires.
Ces succès élargirent non seulement son influence territoriale, mais consolidèrent aussi son prestige comme nouvelle puissance mondiale. La modernisation, cependant, ne signifia pas une simple copie de l'Occident. Le Japon sut adapter les influences étrangères à sa propre culture, créant une identité unique, mêlant tradition et modernité. L'architecture des villes associa temples historiques et édifices de style européen. Dans l'art, de nouvelles formes de peinture et de littérature apparurent, intégrant des techniques occidentales, mais conservant des thèmes japonais. La mode et les coutumes urbaines évoluèrent rapidement, mais le respect de l'histoire et des symboles nationaux demeura intact. La restauration Meiji fut donc une véritable révolution à tous égards. Elle transforma un archipel féodal, isolé et agricole, en une nation industrialisée et compétitive, prête à s'affirmer sur la scène internationale. Mais cette avancée vertigineuse éveilla également des ambitions impérialistes et plaça le Japon sur une trajectoire qui allait le conduire à des confrontations encore plus grandes au cours du siècle XX. Au début du siècle XX, après le succès extraordinaire des réformes de l'ère Meiji, le Japon s'affirma comme une puissance émergente, capable de rivaliser avec les empires traditionnels. Cette nouvelle phase, connue comme l'époque du Japon impérial, fut marquée par une industrialisation rapide, une croissance militaire sans précédent et une politique étrangère expansionniste destinée à faire du pays le leader de l'Asie. Avec une économie en pleine croissance et une armée moderne, le Japon commença à poursuivre un projet ambitieux, assurer l'accès aux ressources naturelles et bâtir un empire en Asie orientale. Le premier grand jalon de cette ascension fut la victoire lors de la guerre russo-japonaise, entre les années 1904 et 1905. En battant un empire européen dans un conflit moderne, le Japon prouva au monde sa force militaire et technologique. Ce succès renforça son prestige et permit d'étendre son contrôle sur la Corée, ainsi que son influence en Mandchourie. Quelques années plus tard, en l'an 1910, la Corée fut officiellement annexée par le Japon, devenant une partie intégrante de l'Empire. Cette politique expansionniste était motivée par la nécessité de trouver des ressources afin de soutenir l'industrialisation rapide de l'archipel. Durant la Première Guerre mondiale, le Japon se rangea du côté des Alliés et profita du conflit pour accroître encore davantage sa présence en Asie et dans le Pacifique, en occupant des territoires jusque-là contrôlés par l'Allemagne. À la fin de la guerre, il fut reconnu comme une grande puissance lors de la conférence de Versailles. L'entrée dans la Société des Nations en l'an 1920 confirma le nouveau statut international du Japon. Cependant, cette ascension suscita aussi des tensions croissantes avec d'autres nations occidentales, en particulier les États-Unis et l'Angleterre, qui commencèrent à voir dans le Japon un concurrent dangereux. Au cours des décennies suivantes, le pays s'enfonça dans un nationalisme de plus en plus militariste. La société japonaise en vint à exalter l'obéissance absolue à l'empereur, considéré comme une figure divine, et à promouvoir des valeurs de discipline, de sacrifice et de loyauté totale envers la nation. Le pouvoir politique fut progressivement dominé par les généraux et les amiraux, tandis que l'industrie s'orienta vers les besoins de la guerre. La Grande Dépression de l'an 1929 aggrava les tensions internes, poussant le Japon à chercher de nouveaux territoires pour surmonter ses difficultés économiques. En l'an 1931, les troupes japonaises envahirent la Mandchourie, y créant un État fantoche nommé Manchukuo, puis en l'an 1937, le pays lança une guerre à grande échelle contre la Chine, marquant l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire asiatique. Cette escalade militaire plaça le Japon en confrontation directe avec les États-Unis et les puissances européennes. En l'an 1940, il s'allia à l'Allemagne nazie et à l'Italie fasciste par le pacte tripartite, formant ainsi l'Axe. Le pas décisif vers la Seconde Guerre mondiale fut franchi le 7 décembre de l'an 1941, lorsque le Japon attaqua par surprise la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. Cet acte entraîna immédiatement l'entrée en guerre des États-Unis et transforma le conflit asiatique et pacifique en un théâtre de bataille colossal. Au cours des années suivantes, le Japon conquit de vastes territoires en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, mais il dut aussi affronter une riposte militaire de plus en plus puissante de la part des Alliés. La guerre amena une destruction généralisée et culmina dans deux événements qui changèrent pour toujours l'histoire de l'humanité. Le bombardement atomique des villes d'Hiroshima et de Nagasaki, en août de l'an 1945. Ces attaques
combinés à l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon, poussèrent l'empereur Hirohito à annoncer la reddition sans condition. Avec cette défaite, le Japon impérial prit fin. Le pays, anéanti matériellement et moralement, entra dans une nouvelle phase radicalement différente de son histoire, sous occupation américaine. Pourtant, la période impériale laissa des traces profondes. Ce fut le moment où le Japon, animé par son désir de modernisation et de puissance, tenta de se transformer en un empire mondial, mais se heurta aux limites de ses propres ambitions dans l'un des conflits les plus destructeurs de l'histoire humaine. L'implication du Japon dans la Seconde Guerre mondiale représente l'un des chapitres les plus dramatiques et intenses de toute son histoire. Une période où l'ambition impériale conduisit la nation à une guerre de grande ampleur et, en même temps, à une défaite qui changea pour toujours le destin du pays. Après des années d'expansion en Asie et un alignement avec les puissances de l'Axe, la décision stratégique d'attaquer les États-Unis devint un tournant irréversible. Le matin du 7 décembre de l'an 1941, la marine impériale japonaise lança une attaque surprise contre la base navale de Pearl Harbor, à Hawaï. L'objectif était de neutraliser la flotte américaine du Pacifique, afin de garantir au Japon la liberté d'avancer sur des territoires riches en ressources naturelles en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. L'attaque fut dévastatrice. Des navires de guerre furent coulés, des centaines d'avions détruits et des milliers de vies perdues. Toutefois, cette opération, qui devait être un coup décisif, eut l'effet inverse. Elle unifia l'opinion publique américaine et entraîna l'entrée immédiate des États-Unis dans la guerre. Dans les mois qui suivirent, le Japon progressa rapidement, conquérant de vastes territoires, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, la Birmanie et des îles stratégiques dans le Pacifique. Cependant, à mesure que les États-Unis réorganisaient leur puissance militaire, une contre-offensive systématique se mit en place, marquée par des batailles sanglantes telles que Guadalcanal, Midway, Iwo Jima et Okinawa. Ces campagnes démontrèrent la résistance acharnée des soldats japonais, prêts à combattre jusqu'au dernier homme, mais elles révélèrent aussi les limites de l'Empire face à la puissance industrielle et militaire des Alliés. À mesure que la guerre avançait, la situation du Japon devint insoutenable. Les blocus navals étranglèrent l'économie et plongèrent la population dans la misère et la faim. Les villes furent bombardées sans relâche et le pays sombra dans une destruction croissante. Pourtant, la détermination des dirigeants japonais à ne pas se rendre maintint le conflit actif, même lorsque la défaite semblait inévitable. C'est dans ce contexte qu'en août de l'an 1945, les États-Unis décidèrent d'utiliser une arme nouvelle et jusqu'alors inconnue, la bombe atomique. Le 6 août, la ville d'Hiroshima fut anéantie en quelques secondes par une explosion nucléaire, tuant instantanément des dizaines de milliers de personnes et laissant derrière elle une dévastation sans précédent. 3 jours plus tard, le 9 août, une seconde bombe fut larguée sur Nagasaki, provoquant un autre massacre et scellant le destin du pays. Au même moment, l'Union soviétique déclara la guerre au Japon et lança une offensive massive en Mandchourie. Face à ce scénario, l'empereur Hirohito fit une annonce historique le 15 août de l'an 1945, dans laquelle il proclama la reddition inconditionnelle du Japon. Ce fut la première fois que le peuple japonais entendit la voix de son empereur. Cet instant marqua non seulement la fin de la guerre dans le Pacifique, mais aussi la fin d'une ère pour le Japon. Les conséquences furent profondes. Des villes entières détruites, des millions de morts, une économie ruinée et l'occupation du pays par les forces alliées dirigées par les États-Unis. Plus qu'une défaite militaire, ce fut un traumatisme collectif qui obligea la nation à repenser totalement sa trajectoire. À partir des cendres de la guerre, le Japon entama une reconstruction qui transforma non seulement sa politique et son économie, mais aussi l'essence de sa culture moderne. Avec la reddition du 15 août de l'an 1945, le Japon cessa d'être un empire expansionniste et entra dans l'une des phases les plus radicales de son histoire. Le pays dévasté affrontait non seulement la destruction physique provoquée par les bombardements, y compris les bombes atomiques, mais aussi l'effondrement de ses institutions politiques, militaires et économiques. Sous occupation des forces alliées dirigées par les États-Unis et commandées par le général Douglas MacArthur, la nation allait être reconstruite sur de nouvelles bases, inaugurant une ère radicalement différente de celle qui l'avait conduite à la guerre. L'une des réformes les plus profondes fut la création d'une nouvelle constitution,
promulguée en l'an 1947. Connue sous le nom de Constitution du Japon ou Constitution de la paix, elle fut rédigée sous forte influence américaine et établit des principes qui redéfinirent le rôle de l'État. Parmi ses clauses les plus marquantes se trouve l'article 9, qui renonce formellement à la guerre comme instrument de politique nationale et interdit au Japon de maintenir des forces armées offensives, l'autorisant seulement à posséder des forces d'autodéfense. De plus, la Constitution institua un gouvernement démocratique parlementaire, garantit de larges droits civils et mit fin à l'idée que l'empereur avait une origine divine. Hirohito demeura symbole national, mais sans pouvoir politique. Durant l'occupation, qui dura jusqu'en l'an 1952, les États-Unis supervisèrent un ensemble de réformes sociales et économiques profondes. Le système éducatif fut réorganisé pour encourager l'esprit critique et réduire l'influence ultranationaliste. La terre fut redistribuée, réduisant le pouvoir des grands propriétaires fonciers. Les entreprises liées à l'effort de guerre furent dissoutes ou restructurées, et les syndicats furent renforcés, donnant une plus grande voix aux travailleurs. Ces mesures visaient non seulement à reconstruire le pays, mais aussi à empêcher la résurgence d'un militarisme agressif. Sur le plan économique, le Japon affronta un défi colossal. Des villes en ruine, des infrastructures détruites et une population souffrant de la faim. Avec le soutien financier et logistique du plan Dodge et l'aide américaine, un processus de relance fut amorcé. Le Japon bénéficia également du contexte géopolitique de la guerre froide. Les États-Unis voyaient dans l'archipel un allié stratégique dans le Pacifique et investirent massivement dans sa stabilité. Culturellement, cette période fut marquée par un contact intense avec l'Occident. Produits, technologies et idées venus des États-Unis circulèrent dans le pays, mêlant influences étrangères et traditions locales. Dans le même temps, la société japonaise commença à bâtir une nouvelle identité fondée sur la paix, le progrès scientifique et l'innovation technologique, rompant avec l'image d'un empire militariste. À la fin de l'occupation, en l'an 1952, le Japon recouvra sa souveraineté, mais s'était déjà profondément transformé. Il possédait un gouvernement démocratique, un engagement officiel en faveur de la paix et une économie prête à croître. Cette renaissance marqua le début de l'un des épisodes les plus impressionnants de l'histoire contemporaine, le miracle économique japonais, au cours duquel le pays passa en quelques décennies des ruines de la guerre à la position de grande puissance économique mondiale. Après la fin de l'occupation américaine en l'an 1952, le Japon entama un processus de reconstruction qui, en quelques décennies seulement, transforma un pays dévasté par la guerre en l'une des plus grandes puissances économiques de la planète. Ce phénomène, connu sous le nom de miracle économique japonais, demeure l'un des exemples les plus remarquables de la capacité de résilience et d'adaptation d'une nation. Cette croissance spectaculaire fut le résultat d'une combinaison de facteurs internes et externes qui s'alignèrent presque parfaitement. À l'intérieur du pays, le Japon adopta une politique économique tournée vers l'industrialisation, soutenue par un gouvernement central organisé et doté d'une vision stratégique. De grands conglomérats, appelés Keiretsu, émergèrent ou furent réorganisés, réunissant industries, banques et sociétés commerciales dans des alliances puissantes. Ces groupes, dont beaucoup étaient issus des anciens zaibatsu qui dominaient l'économie avant la guerre, furent les moteurs de la modernisation. Les réformes sociales et éducatives mises en place durant l'occupation avaient formé une population hautement alphabétisée, disciplinée et prête à s'investir dans les secteurs de haute technologie. Sur le plan international, le contexte de la guerre froide joua le rôle de catalyseur. Les États-Unis, craignant l'expansion du communisme en Asie, investirent massivement dans la stabilité du Japon. Au-delà de l'aide financière initiale, les contrats militaires et les commandes liées à la guerre de Corée, entre les années 1950 et 1953, injectèrent des ressources considérables dans l'économie japonaise, posant les bases d'une croissance rapide. Cet apport extérieur permit aux entreprises japonaises de moderniser leurs usines et de commencer à exporter des produits de plus en plus compétitifs. Durant les décennies des années 1950 à 1970, le Japon connut des taux de croissance annuels, dépassant parfois les 10%. Les villes furent reconstruites selon une architecture moderne, de nouvelles lignes ferroviaires relièrent le pays, et des entreprises devinrent des symboles mondiaux,
comme Toyota, Sony, Honda, Mitsubishi et Panasonic. Le pays investit massivement dans la recherche et le développement, concentrant ses efforts sur l'électronique, l'automobile et la haute technologie. La culture d'entreprise japonaise, fondée sur la discipline, la planification à long terme et la recherche d'une qualité absolue, se révéla décisive. La philosophie du Kaizen, signifiant amélioration continue, fut appliquée dans les usines et les bureaux, faisant du Japon un synonyme d'efficacité et d'innovation. L'introduction du train à grande vitesse, le Shinkansen en l'an 1964, lors des Jeux olympiques de Tokyo, montra au monde entier un pays technologiquement avancé, ressuscité des ruines de la guerre. Sur le plan social, cette période fut marquée par une amélioration rapide du niveau de vie. L'urbanisation accélérée, l'accès généralisé à l'éducation et aux biens de consommation modernes transformèrent le quotidien des Japonais. La pauvreté extrême du lendemain de la guerre fit place à une société de classe moyenne solide, orientée vers la consommation des produits nationaux. Cette croissance fulgurante apporta aussi des défis. L'urbanisation massive entraîna des problèmes environnementaux et un rythme de travail épuisant provoqua des tensions sociales. Dans les années 1980, l'économie japonaise atteignit son apogée, devenant la deuxième plus grande du monde. Mais une bulle spéculative, alimentée par le marché immobilier et financier, éclata au début des années 1990, mettant fin à la phase la plus spectaculaire du miracle économique. Néanmoins, la période du miracle économique japonais demeure l'un des récits les plus impressionnants de dépassement collectif. Elle permit non seulement de reconstruire un pays détruit par la guerre, mais aussi de le placer à l'avant-garde de la technologie, de l'industrie et de l'innovation, garantissant au Japon un rôle central dans le monde contemporain. Avec cette reconstruction consolidée et l'explosion du développement économique des décennies d'après-guerre, le Japon moderne se transforma en une puissance technologique et en même temps en l'un des plus grands pôles culturels du monde. Ce nouveau Japon, apparu au cours du siècle XX, se définit par un équilibre singulier entre tradition et innovation, préservant des éléments millénaires de son histoire, tout en menant la marche dans des secteurs futuristes comme la robotique, l'électronique et le divertissement numérique. L'un des visages les plus visibles de cet impact est la culture populaire japonaise, qui conquit le monde à partir de la seconde moitié du siècle XX. L'industrie des animes, c'est-à-dire les films d'animation et des mangas, les bandes dessinées japonaises, devint l'une des exportations culturelles les plus influentes du pays, séduisant des générations entières sur tous les continents. Des séries comme Dragon Ball, Naruto, One Piece ou Pokémon dépassèrent les frontières, devenant non seulement des divertissements mais de véritables phénomènes culturels mondiaux. Ces œuvres combinaient des récits captivants, une esthétique unique et des valeurs qui reflétaient l'esprit japonais. Discipline, dépassement de soi, amitié et quête de sens. La technologie constitua un autre pilier du Japon moderne. Dès les années 1970, les entreprises japonaises devinrent leaders mondiaux dans la production d'électronique, de jeux vidéo, d'automobiles et plus récemment de robotique et d'intelligence artificielle. Des marques comme Sony, Nintendo, Toyota et Canon s'imposèrent comme symboles universels de l'innovation. Tokyo et les autres grandes villes japonaises se transformèrent en vitrines futuristes, avec des quartiers comme Shibuya ou Akihabara illuminés de panneaux numériques et remplis de produits de pointe. Malgré toute cette modernité, le Japon ne cessa jamais de cultiver ses traditions. Festivals millénaires, temples shintoïstes et bouddhistes, cérémonies du thé, arts martiaux et coutumes héritées de siècles demeurent au cœur de la vie quotidienne. Cette coexistence entre passé et avenir est perceptible partout. Des gratte-ciels ultramodernes se dressent à côté de sanctuaires ancestraux, et un train à grande vitesse peut conduire en quelques minutes vers une ville où l'on retrouve des maisons et des rues préservées du siècle XVIII. L'impact mondial de la culture japonaise s'étendit aussi à la gastronomie, qui se diffusa sur toute la planète avec des plats emblématiques tels que le sushi, le sashimi ou le ramen. Cette cuisine, reconnue pour son esthétique minimaliste et la mise en valeur des ingrédients, devint un symbole de santé et de raffinement. Au-delà de l'art et de la technologie, le Japon influença aussi les philosophies et les modes de vie contemporains. La recherche de la simplicité, de l'efficacité et de la qualité, présente dans des concepts comme ikigai ou raison d'être et wabi-sabi ou beauté de l'imperfection,
inspira des millions de personnes à travers le monde. Cette projection internationale ne masque pas les défis que le pays affronte dans les dernières décennies. Vieillissement accéléré de la population, baisse du taux de natalité et nécessité constante d'adaptation technologique et économique dans un monde en mutation. Pourtant, la capacité de réinvention, profondément ancrée dans l'histoire japonaise, demeure l'une des plus grandes forces de la nation. Le Japon moderne est donc un véritable mosaïque, un lieu où les samouraïs et les temples anciens coexistent avec les robots, les jeux vidéo et les réseaux numériques, où la tradition reste vivante alors même que l'innovation fixe le rythme du futur. Cette combinaison unique a fait de la culture japonaise l'une des plus admirées et influentes du monde entier. Au siècle XXI, le Japon entra dans une phase marquée par des contrastes. Tout en demeurant une référence en matière de technologie, de culture et d'innovation, il se trouva confronté à des défis internes complexes qui mirent à l'épreuve sa légendaire capacité d'adaptation. Après s'être imposé comme l'une des plus grandes économies de la planète et comme un symbole culturel mondial, le pays se retrouva face à des enjeux démographiques, sociaux et économiques qui orientent désormais ses priorités pour les décennies à venir. L'un des défis les plus critiques est le vieillissement démographique. Le Japon possède l'une des populations les plus âgées du monde, conséquence directe de décennies de faible natalité combinées aux avancées remarquables de la médecine. Cette transformation démographique a des effets profonds. La force de travail se réduit chaque année, les besoins en soins pour les personnes âgées augmentent de manière exponentielle et le système de protection sociale subit des pressions croissantes. Dans les villes, ce phénomène est visible. Des villages entiers sont abandonnés et certaines régions connaissent un avenir avec davantage de maisons vides que d'habitants. Parallèlement, le Japon lutte pour maintenir un rythme d'innovation capable de soutenir son économie dans un environnement mondial extrêmement compétitif. Les entreprises japonaises continuent d'exceller dans la robotique, l'électronique, l'automobile et l'intelligence artificielle. Mais elles affrontent une concurrence féroce, venue de la Corée du Sud, de la Chine et des États-Unis. Cette rivalité oblige le pays à investir sans relâche dans la recherche et le développement, tout en cherchant à former une nouvelle génération préparée à affronter des transformations rapides. La relation entre tradition et modernité demeure l'un des traits distinctifs du Japon contemporain. La préservation de festivals ancestraux, de temples, de cérémonies et d'arts traditionnels coexiste avec des métropoles ultramodernes comme Tokyo et Osaka, qui arborent une architecture futuriste et des systèmes de transport parmi les plus avancés au monde. Dans le même temps, la culture japonaise exerce une influence mondiale croissante grâce à l'exportation d'animes, de mangas, de jeux vidéo et de sa gastronomie, consolidant sa position comme l'un des pôles créatifs les plus puissants de la planète. Sur le plan politique et diplomatique, le Japon vit également une phase de repositionnement. En tant que nation pacifique dotée d'une constitution limitant l'usage de ses forces armées, il investit dans des alliances stratégiques et développe des technologies défensives pour garantir sa sécurité dans un environnement géopolitique tendu en Asie de l'Est. Par ailleurs, il cherche à jouer un rôle actif dans les grandes discussions mondiales sur l'environnement, la science et l'innovation. Les décennies à venir seront décisives pour déterminer comment le Japon affrontera ces défis. L'accent est mis sur l'automatisation, la robotique et l'intelligence artificielle, non seulement pour maintenir le leadership technologique, mais aussi pour compenser la réduction de la main-d'œuvre. Des programmes favorisant une immigration sélective commencent à émerger, phénomène rare dans une société historiquement homogène. Le Japon du siècle XXI est donc un pays qui continue de surprendre. Même confronté à une crise démographique sans précédent et à des pressions mondiales, il reste un symbole de discipline, de résilience et de capacité à se réinventer. L'histoire de ce peuple montre que, tout comme il l'a fait face aux guerres, à l'isolement ou aux catastrophes, le Japon sait transformer les défis en opportunités, et cette aptitude sera la clé de son avenir. Au fil de milliers d'années, le Japon a suivi un parcours unique, marqué par des cycles d'isolement et d'ouverture, de destruction et de renaissance, de tradition et d'innovation. Ce cheminement a laissé un héritage profond, non seulement pour son peuple, mais aussi pour le reste du monde. Peu de nations ont su transformer autant d'adversités en force culturelle et technologique. Et c'est précisément cette faculté d'adaptation, sans perdre son identité, qui fait du Japon
l'une des civilisations les plus fascinantes de l'histoire humaine. Dans le domaine culturel, le Japon a exporté une esthétique et une manière de penser qui ont profondément marqué l'art mondial. Du théâtre kabuki au cinéma contemporain, des haïkus minimalistes à la littérature complexe, des estampes ukiyo-e qui inspirèrent les impressionnistes européens jusqu'aux animes et aux mangas qui séduisent des générations au cours des siècles 20 et 21, l'influence culturelle japonaise a traversé les frontières. Cette richesse créative provient d'une discipline, d'une sensibilité et d'un regard capable de valoriser autant la beauté éphémère que le détail minutieux. La contribution japonaise est également marquante dans la philosophie et la spiritualité. Des concepts tels que le zen, le wabi-sabi, la beauté de l'imperfection et l'ikigai, la raison d'être, sont devenus universels, aidant des millions de personnes à travers le monde à rechercher l'équilibre dans la frénésie de la modernité. Cette manière de penser provient d'une histoire intimement liée à la nature et au respect de toute forme de vie, une vision qui s'est maintenue depuis les peuples Jomon jusqu'à la société technologique actuelle. Sur le plan technologique et industriel, la transformation du Japon est encore plus impressionnante. En moins d'un siècle, un archipel en ruine à la fin de la Seconde Guerre mondiale est devenu un leader mondial dans la robotique, l'électronique, l'automobile et l'ingénierie de précision. Les idées japonaises de qualité, de discipline et d'amélioration continue ont révolutionné les méthodes de production et influencé les usines de tous les continents. Malgré tant de mutations, le Japon n'a jamais abandonné ses traditions. Il est frappant de constater que dans des métropoles futuristes, on peut toujours assister à des cérémonies du thé, à des festivals millénaires, à des arts martiaux et visiter des temples shintoïstes ou bouddhistes. Cette coexistence harmonieuse entre ancien et moderne est sans doute l'un des plus grands héritages du pays. La preuve qu'il est possible de progresser sans oublier ses racines. L'impact du Japon est également visible dans le style de vie, dans une gastronomie qui a conquis le monde, dans le sport, la mode et l'éducation, le respect de la collectivité, la recherche de l'excellence et une persévérance discrète sont devenus des valeurs de référence mondiale. Dans un monde en perpétuelle transformation, le Japon offre une leçon puissante. Tradition et innovation ne s'opposent pas, elles se complètent. Aujourd'hui, observer l'histoire du Japon, c'est contempler une trajectoire commencée avec de petits clans de chasseurs-cueilleurs, poursuivis par la formation d'un empire, traversé par des guerres internes, des invasions, des siècles d'isolement, une destruction totale mais toujours suivie de renaissance. La force de cet héritage ne réside pas uniquement dans les réalisations matérielles, mais dans l'esprit qui a permis ces accomplissements, une capacité inébranlable à se reconstruire, à tirer les leçons du passé et à transformer les épreuves en art, en culture et en technologie. Voilà le Japon qui, du passé le plus lointain jusqu'au présent, continue d'influencer le monde et qui, malgré les incertitudes de l'avenir, garde vivante son identité, fier de son histoire et prêt à écrire de nouveaux chapitres dans l'épopée de l'humanité.